Véronica mérite tout. Toi, tu n'as jamais rien valu et tu ne vaudras jamais rien, déclara ma mère, Francis, sa voix tranchant l'air du cabinet d'avocat comme une lame. Assise dans le fauteuil de cuir, les mains croisées sur mes genoux, je la regardais faire les 100 pas derrière ma sure avec l'assurance de quelqu'un persuadé de tenir toutes les cartes. La salle de conférence, aux murs lambrissés d'acajou, semblait rétrécir à chaque seconde. Le poids de ses paroles s'écrasait sur ma poitrine comme des pierres. Je m'appelle Judith, et à 29 ans, j'avais passé la majeure partie de ma vie à me faire rappeler que j'étais la déception, le fardeau, la fille qui n'avait jamais su être à la hauteur. Véronica, de 3 ans ma cadette et éternellement auréolée de gloire aux yeux de ma mère, était assise bien droite à ses côtés, ses doigts parfaitement manucurés tambourinant sur la table dans une impatience calculée. Les avocats avaient 10 minutes de retard, mais Francis ne pouvait plus contenir son excitation. Rose a toujours su que Véronica était spéciale, continua-t-elle, les yeux brillants d'une satisfaction venimeuse. Belle, charmante, tout ce qu'une grand-mère peut désirer chez une petite fille. Toi, tu étais juste là, une obligation. Je sentis la brûlure familière de ces mots, mais quelque chose de plus profond, une force silencieuse que j'avais cultivée au fil des années à gérer les affaires de grand-mère Rose me maintint droite. Dans le coin, l'horloge monumentale égrenait les secondes, chacune me rapprochant du moment qui allait tout changer. Francis n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, et je me surpris à éprouver presque de la gratitude pour sa cruauté. Cela rendrait ce qui allait suivre plus proche de la justice que de la vengeance. J'ai tellement hâte de redécorer la maison de grand-mère, dit Véronica d'un ton rêveur, planifiant déjà son héritage. Ces antiquités sont tellement dépassées. Je pensais à un style moderne, minimaliste. Peut-être avec ces luxueux luminaires italiens que j'ai vus dans un magazine. Francis rayonnait de fierté. Tout ce que tu voudras, ma chérie. Les économies de Rose devraient couvrir facilement les rénovations. 20 000 $, ça va très loin quand on sait dépenser avec intelligence. Je les observais échafauder leurs projets, me sentant comme un fantôme au sein de ma propre famille. Elle parlait de la maison de grand-mère Rose, de sa collection de bijoux, de son modeste compte d'épargne avec une certitude et un sentiment de droit acquis effarant. Pas une seule fois elles ne mentionnèrent les 3 années où j'avais passé chaque mardi et jeudi auprès de Rose, l'aidant à trier ses papiers, écoutant ses histoires, découvrant les investissements qu'elle avait soigneusement cachés à cause de l'addiction de ma mère au jeu. La poignée de la porte tourna et je me redressai sur ma chaise. Les avocats venaient d'arriver, porteurs de leurs mallettes et d'expressions qui laissaient entendre que cette lecture ne serait en rien routinière. Francis lissa ses cheveux, ajusta sa veste, prête à empocher ce qu'elle considérait comme l'héritage légitime de Véronica. Ce que ma mère ignorait, c'est que grand-mère Rose avait été bien plus perspicace qu'on ne le croyait, et infiniment plus riche que notre famille ne l'avait jamais imaginé. Les mois précédant cet instant avaient été une danse minutieuse entre ma grand-mère et moi, une danse que ma mère immature, trop absorbée par elle-même, n'avait jamais remarquée. Chaque mardi et jeudi, depuis 3 ans, je parcourais les 45 minutes qui séparaient mon appartement du centre-ville de Minneapolis de la modeste maison de Rose en banlieue officiellement pour l'aider dans ses tâches domestiques et lui tenir compagnie. En réalité, ce qui se déroulait durant ces visites était bien plus complexe. Rose préparait son thé signature à la camomille, s'installait dans son fauteuil préféré, et commençait à me parler de ses petits projets, des investissements qu'elle nourrissait depuis plus de 20 ans. La plupart voyaient en Rose une vieille dame douce vivant de la sécurité sociale et d'une petite pension issue du travail en usine de son défunt mari. La vérité, c'est qu'elle détenait des participations majoritaires dans 5 entreprises différentes, allant d'une société de traiteurs prospère à une petite mais florissante firme de promotion immobilière. Francis a un problème, Judith, m'avait confié Rose lors d'une de nos premières conversations. Je l'ai vu dilapider 3 fois des sommes considérables, l'assurance vie de ton père, l'indemnité de son accident de voiture, même l'argent que je lui avais donné pour le fonds universitaire de Véronica, tout a fini dans les machines à sous des casinos.
Je m'en doutais. Les fréquents voyages d'affaires de Francis dans les casinos voisins, ses sautes d'humeur liées à un stress financier mystérieux, ses incessantes demandes d'argent à Rose, tout dessinait un tableau limpide. Ce que je n'avais pas compris, c'est à quel point Rose protégeait méthodiquement son patrimoine contre l'addiction de ma mère. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider à gérer ses investissements, avait dit Rose en glissant un dossier à travers la table de sa cuisine. Quelqu'un qui ne verrait pas que des signes de dollars au point d'oublier toute responsabilité. Le dossier contenait des statuts, bilans financiers et accords de partenariat d'une valeur d'environ 15 millions de dollars. Rose avait bâti en silence, durant des décennies, un véritable empire, réinvestissant les bénéfices et diversifiant ses actifs, tout en conservant la façade d'une simple retraitée. Elle m'avait choisi comme successeur, non par favoritisme, mais par nécessité. Les dettes de jeu de Francis avaient alerté les créanciers, qui rôdaillaient déjà autour de l'héritage, prêts à s'en emparer au décès de Rose. Ta mère croit que je possède 20 000 dollars d'économies et une maison valant peut-être 150 000. Rose avait souri doucement. Laisse-la croire cela. Ces entreprises ont besoin de protection contre ces créanciers, et plus encore, elles ont besoin de quelqu'un qui comprend leur véritable valeur. J'avais passé ces 3 années à apprendre chaque aspect des investissements de Rose, rencontrant les avocats d'affaires et veillant à ce que la succession soit juridiquement inattaquable. Francis et Véronica, de leur côté, se contentaient parfois de ricaner à propos de mon travail de charité auprès de Rose, sans jamais se demander ce que nous partagions vraiment lors de nos longues après-midi. À présent, tandis que les avocats s'installaient dans leurs fauteuils et disposaient leurs dossiers, je sentais le poids de ces conversations secrètes. Le plan de Rose allait se déployer exactement comme elle l'avait conçu, et la cruauté de ma mère allait enfin avoir un prix qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Monsieur Harrison, l'avocat principal chargé de la succession, était un homme distingué dans la soixantaine qui travaillait avec Rose depuis plus de 15 ans. Il prit la parole d'une voix claire après avoir ajusté ses lunettes sur le bout de son nez et ouvert le document officiel. Le testament de Rose Elizabeth Thompson, commença-t-il solennellement. Moi, Rose Elizabeth Thompson, saine de corps et d'esprit, lègue mes biens terrestres comme suit. Francis serra la main de Véronica, les deux femmes à peine capables de contenir leur exaltation. Elles attendaient ce moment depuis des mois, depuis que la santé de Rose avait commencé à décliner. Je les observais avec un mélange de tristesse et de détermination, sachant que leur joie serait brève mais nécessaire. À ma petite fille Véronica, je laisse ma maison familiale située au 1247 Elm Street, ainsi que tout le mobilier, les installations et les effets personnels qu'elle contient. De plus, je lui lègue l'intégralité de ma collection de bijoux et le contenu de mon compte d'épargne à la First National Bank. Véronica poussa un cri aigu, ses mains se plaquant sur sa bouche avec une surprise théâtrale. Francis se mit à pleurer de ce qui ressemblait à de la gratitude, mais que je soupçonnais être un immense soulagement face à ses dettes grandissantes. Elles s'embrassèrent dramatiquement tandis que M. Harrison poursuivait sa lecture. Les bijoux à eux seuls doivent valoir 30 000 dollars, chuchota Francis à Véronica. Et cette maison est dans un quartier tellement recherché aujourd'hui. Je ressentis une fois encore la piqûre familière de l'exclusion, mais elle fut rapidement remplacée par l'anticipation. Rose m'avait prévenu que ce moment serait difficile, que regarder ma mère et m'assurer recevoir ce qu'elle croyait être, tout, mettrait ma résolution à l'épreuve. Elle avait raison. Voir leur visage triomphant, entendre leurs projets immédiats de liquider les souvenirs de Rose contre du cash, me serrait la poitrine de chagrin et de colère. À ma petite fille Judith, poursuivit M. Harrison, je laisse ma collection de documents commerciaux et de dossiers d'entreprise conservés dans le classeur de mon bureau à domicile. Francis éclata de rire, un son dur et moqueur qui résonna dans la salle de conférence. Des documents commerciaux. Quels documents commerciaux? Mère n'a jamais eu d'autre affaire que de percevoir la sécurité sociale. Véronica gloussa avec elle.
Pauvre Judith hérite des papiers ennuyeux tandis que moi, j'ai la maison et les bijoux. Ça colle parfaitement. Elles échangèrent un regard complice, leur cruauté naturelle et automatique. J'encaissai leur raillerie sans broncher, sachant que leur rire se transformerait bientôt en toute autre chose. Le plan de Rose fonctionnait à merveille. Elles étaient si convaincues de leur victoire qu'elles ne verraient pas le retournement avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur Harrison referma le testament et le posa, mais il ne montra aucun signe de conclure la réunion. Au contraire, il me regarda directement avec une expression qui laissait deviner que la véritable affaire commençait à peine. Alors que Francis et Véronica chuchotaient déjà au sujet de leur projet de décoration, une deuxième avocate entra dans la salle. Margaret Kowalski, une femme aux traits acérés dans la quarantaine, spécialisée en droit des sociétés, fit immédiatement basculer l'atmosphère. Elle portait une mallette épaisse et une assurance glaciale qui indiquait qu'elle détenait des informations capables de tout changer. « Mesdames, dit M. Harrison, voici Margaret Kowalski de Silver Pine Holding. Elle détient des documents supplémentaires concernant la succession de Rose. » Francis leva à peine les yeux de sa conversation avec Véronica. « Des documents supplémentaires ? Quelle sorte de documents supplémentaires ? Le testament était très clair. » Margaret s'assit avec calme, ouvrit sa mallette d'un geste précis et répondit. « Monsieur Harrison a raison, le testament traite des biens personnels de Rose, sa maison, ses bijoux et son compte d'épargne. Toutefois, ces éléments ne représentent qu'une infime fraction de son patrimoine. » La tête de Véronica se releva brusquement de son téléphone où elle envoyait déjà des messages à ses amis au sujet de son héritage. Une infime fraction. Mes grands-mères n'étaient pas riches. Elles vivaient dans cette petite maison et conduisaient cette vieille voiture. Rose Thompson était bel et bien très riche, répliqua Margaret avec calme. Elle avait simplement choisi de vivre modestement tout en bâtissant un empire commercial substantiel. Depuis 22 ans, elle détenait des participations majoritaires dans 5 entreprises différentes, gérées via une structure corporative complexe mais parfaitement légale, conçue pour protéger ses actifs. La couleur se vida du visage de Francis. Un empire commercial. C'est impossible. Ma mère a travaillé à la Poste 30 ans avant de prendre sa retraite. Elle n'a jamais parlé d'entreprise. Je vis la confiance de ma mère commencer à se fissurer tandis que Margaret étalait sur la table des documents corporatifs signés de la main de Rose, notariés, certains datant de plusieurs décennies, accompagnés d'états financiers montrant des bénéfices de plusieurs millions. Francis saisit un papier du bout des doigts tremblants, parcourant les chiffres avec une horreur croissante. Ces entreprises, poursuivit Margaret, comprennent North Peak Engineering, une société de génie civil contractant avec le département d'État des routes depuis 15 ans. Reno Publishing, propriétaire de plusieurs magazines régionaux à succès. Jasper Allo Food, une entreprise de traiteurs pour des événements corporatifs majeurs dans toute la région des Twin Cities. Oxband Technology, une petite mais lucrative société de développement logiciel. Et enfin Larkspur et Finch, un partenariat immobilier ayant construit 3 lotissements résidentiels prospères. Le visage de Véronica avait blanchi. Combien valent ces entreprises ? Leur valeur combinée, selon les dernières estimations, est d'environ 15 millions de dollars. Le chiffre flotta dans l'air comme un poids tangible. Francis émit un son étranglé, tandis que Véronica agrippait si fort le bord de la table que ses jointures en devinrent blanches. Leur célébration s'était muée en un silence pétrifié, remplacé par la prise de conscience brutale qu'elle avait toujours vécue dans une illusion au sujet de la fortune de Rose. Margaret reprit, sa voix nette et professionnelle, mais avec une nuance de solennité. Ces entreprises n'ont pas été mentionnées dans le testament parce qu'elles n'étaient pas des biens personnels. Elles ont été placées dans une fiducie familiale. Cette fiducie a été structurée de manière à exclure toute personne ayant un historique de dépendance au jeu, de dettes excessives ou de comportements financiers irresponsables.
Ses yeux se posèrent sur Francis avec une précision glaciale. Ma mère sursauta comme si elle venait d'être giflée. La fiducie stipule, continua Margaret, que toutes les participations et les droits de gestion des sociétés Silverpine sont transférés à la seule héritière désignée. Judith Thomson. Le silence qui s'ensuivit était assourdissant. Francis bondit de sa chaise. Quoi? Judith. C'est ridicule. Judith ne sait rien des affaires. C'est moi qui suis son enfant, c'est moi qui aurais dû hériter. Ce n'est pas vous qui avez été choisi, répondit Margaret avec calme. Et pour une raison très claire. Rose Thomson a estimé que votre conduite financière passée vous disqualifiait. C'est faux, siffla Francis, sa voix montant dans des aigus hystériques. Elle savait que j'avais des dettes, mais elle m'aurait pardonné. Elle m'a toujours pardonné. Margaret hocha la tête avec une froide politesse. Elle a pardonné, oui. Mais elle n'a pas oublié. Cette clause a été rédigée précisément pour protéger l'héritage de ses dettes. Véronica se leva brusquement, son visage rougi par la fureur. Ce n'est pas juste. Grand-mère m'aimait. Elle me disait toujours que j'étais spéciale. Comment a-t-elle pu tout laisser à Judith? Je la regardai, sentant un mélange amer d'anciennes blessures et d'une satisfaction nouvelle. Elle ne l'a pas fait parce que tu n'étais pas spéciale, Véronica. Elle l'a fait parce qu'elle savait que tu laisserais maman te manipuler. Mensonge, cracha Véronica, ses yeux lançant des éclairs. Tu lui as monté la tête contre nous. Tu lui as bourré le crâne avec tes histoires de loyauté et de travail dur, pendant que nous étions occupés à... Sa voix s'étrangla, incapable de terminer la phrase, car même elle comprenait ce que cela révélait. À profiter, complétai-je pour elle. Vous étiez trop occupé à profiter. Francis posa les deux mains sur la table, se penchant vers moi avec un visage rouge et déformé par la rage. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, Judith. Ces entreprises, ces chiffres, tout ça est trop compliqué pour toi. Tu vas échouer, et quand tu échoueras, nous serons là pour ramasser les morceaux. Margaret prit la parole avant que je ne puisse répondre, sa voix coupant comme un couteau. Pour clarifier, la fiducie n'accorde pas seulement à Judith la pleine propriété. Elle lui confère également tous les droits de gestion et de décision. Elle seule a autorité sur ces entreprises. Votre implication n'est ni nécessaire ni autorisée. La pièce sembla rétrécir encore davantage autour de nous. Francis s'écroula sur sa chaise, ses mains tremblant violemment. Véronica, les yeux humides, fixait la table comme si elle cherchait désespérément un moyen d'inverser la réalité. Je pris une inspiration lente, sentant pour la première fois le poids non pas seulement de l'héritage, mais de la responsabilité qui m'avait été confiée. Les mots de Rose résonnèrent en moi, clairs comme s'ils avaient été prononcés à cet instant. Tu n'as jamais été la déception, Judith. Tu étais l'espoir. Une chaleur monta dans ma poitrine, chassant des années de doute et d'humiliation. Je tournai la tête vers Margaret et Monsieur Harrison. Je comprends. Et j'accepte. Francis poussa un cri étranglé, une sorte de mélange entre rage et désespoir. Tu nous détruis, Judith. Tu voles ta propre famille. Je me levai lentement, mon regard rivé au sien, stable, ferme. Non, maman. C'est toi qui as détruit ce que nous aurions pu être. Moi, je ne fais que protéger ce que grand-mère a construit. Francis s'effondra dans son fauteuil, les larmes coulant librement, non pas de chagrin, mais de rage impuissante. Véronica resta figée, son vernis de confiance ébréché, ses rêves de luxe réduits en poussière devant ses yeux. Je me tournai vers les avocats. Quelles sont les prochaines étapes? Margaret répondit d'une voix claire, nous déposerons immédiatement les documents pour transférer la gestion de la fiducie à votre nom. Les conseils d'administration de chaque société ont déjà été informés de la succession et vous attendent. Vous allez devoir vous familiariser rapidement avec leurs opérations, mais Rose a laissé des notes détaillées.
Elle a préparé votre rôle avec soin. Un mélange de peur et d'exaltation se répandit dans mes veines. J'avais passé ma vie à entendre que je n'étais rien, et maintenant, soudainement, je tenais entre mes mains un empire que personne n'avait jamais soupçonné. Francis se redressa, ses yeux injectés de sang me fixant avec venin. Tu crois que tu as gagné, mais tu verras. Tu n'as aucune idée de la façon dont le monde des affaires fonctionne. Tu échoueras, et quand tu échoueras, tu n'auras plus personne vers qui te tourner. Je soutins son regard, puis répondis doucement. Peut-être. Mais au moins, j'aurais échoué en essayant de construire quelque chose. Pas en le détruisant. Elle détourna le regard, incapable de soutenir plus longtemps ma détermination. Alors que la réunion prenait fin, je rassemblai les dossiers devant moi. Le poids physique des classeurs me rappela la gravité de la tâche, mais aussi la foi que Rose avait placée en moi. Tout au long de sa vie, ma grand-mère avait vu au-delà de l'ombre projetée par Francis, au-delà de la brillance superficielle de Véronica. Elle avait vu en moi quelque chose que je n'avais jamais osé voir en moi-même, une force tranquille, une endurance forgée dans le mépris et la négligence, transformée en discipline et en loyauté. Je sortis du cabinet d'avocat ce jour-là en tant que nouvelle Judith. Pas la fille ignorée, pas la surrejetée, mais l'héritière de quelque chose de bien plus grand qu'une fortune, un héritage de confiance, de vision et de résilience. Dans les semaines qui suivirent, les prévisions de Francis se révélèrent partiellement vraies. Je trébuchais, je luttais contre la peur de l'échec, je passais des nuits blanches à essayer de comprendre des dossiers financiers qui semblaient écrits dans une langue étrangère. Mais à chaque instant de doute, je me souvenais du regard de Rose, de ses paroles, de la conviction inébranlable qu'elle avait placée en moi. Et peu à peu, la peur se transforma en compétence. Je trouvai des alliés parmi les cadres des entreprises, des personnes qui respectaient Rose et qui apprirent à me respecter. Je pris des décisions difficiles, je connus des pertes et des victoires, mais jamais je ne reculai. Francis et Véronica, quant à elles, disparurent lentement de mon orbite. Consommées par leur propre amertume, elles se raccrochèrent à leurs illusions de grandeur perdue, incapables de comprendre que la vie ne leur avait pas été volée, elles l'avaient simplement gaspillée. Moi, j'avais choisi une autre voie. L'héritage de Rose n'était pas seulement une question d'argent ou d'entreprise. C'était une vérité qu'elle avait cachée au cœur même de cette succession, qu'une seule personne, même brisée par des années de rejet, peut devenir le pilier d'une famille lorsqu'on lui confie foi et responsabilité. Et à travers chaque décision que je pris, chaque pas que je fis dans ce nouveau rôle, je portais en moi cette vérité. Je n'étais plus la déception. J'étais la survivante. Et désormais, j'étais la gardienne d'un empire.